Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir et de présenter cette dernière conférence de l'Observatoire des informations et géopolitique au temps du Covid, qui est organisée par l'Institut IRIS avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en France. Alors, le sujet et l'objet de cette visioconférence, c'est de prendre en fait un instant pour chausser les lunettes du genre, des études de genre pour mieux appréhender en fait la situation actuelle de la pandémie et de la crise sanitaire. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet, mais l'idée c'est de prendre deux, trois angles, deux, trois approches qui pourraient être celles, par exemple, des désordres de l'information, des désordres en fait qui se sont nourris un peu partout dans le monde de récits genrés ou sexués et qui ont permis par exemple à des discours virilistes ou misogynes qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a encore quelques temps de reprendre en fait de la force et le devant de la scène. Et puis aussi, j'espère que nos intervenantes vont pouvoir utiliser ces grilles d'analyse du genre pour révéler ou observer la manière dont la pandémie a amplifié les inégalités, peut-être aussi regarder les causes très genrées en fait de cette pandémie. Et donc nos trois sachantes en fait ou nos trois intervenantes en fait pour cette vidéoconférence vont être Marie-Cécile Nave, qui est directrice de recherche à l'IRIS, qui est politiste et spécialiste des droites américaines, qui a beaucoup travaillé sur Trump ces dernières années, n'est-ce pas? Et Charlotte Rocoquillon, qui est géographe, journaliste et chercheuse à l'Institut français de géopolitique, et puis qui vient de lancer aussi un podcast qui s'intitule Stop Killing Us, qui a son tout premier numéro. Donc vous pourrez la retrouver sur YouTube sur ce podcast qui s'appelle Stop Killing Us. Et puis Najat Vallaud-Belkacem, qui est directrice France de l'ONG One et ancienne ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis auparavant, encore plus proche de notre sujet, ministre des droits des femmes. Voilà. Donc je profite aussi peut-être de l'instant, je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, pour présenter le livre qu'a signé Najat Vallaud-Belkacem avec Sandra Laugier, qui s'appelle La société des vulnérables. Un peu plus haut peut-être, oui. Hop, comme ça, qui est chez Tract Gallimard, qui est sorti en septembre dernier. Et aussi le livre de Marie-Cécile Nave, La démocratie féministe, avec une très jolie couverture, et qui traite aussi des questions qu'on va aborder ce soir, et qui est chez Kalman Levy. Voilà, avant de vous passer la parole, je voudrais vous dire à toutes et à tous que vous pouvez poser des questions par écrit dans le chat qui est prévu à cet effet. Et donc moi, mon rôle se bornera du coup à reprendre vos questions et à les transmettre et à les reprendre en fait au cours de la deuxième partie de cette vidéoconférence. Donc je propose que Madame la Ministre, en fait, Najat Vallaud-Belkacem, vous puissiez peut-être commencer pour nous donner un tour d'horizon international ou en fait en lien avec peut-être la société des vulnérables. Est-ce que vous y avez écrit? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez me le confirmer? Oui, très bien, très bien. J'ai souvent des soucis de réseau. C'est vrai que j'ai hâte d'entendre les deux autres intervenantes parce que sur ce qui est apparu évidemment pendant la crise du Covid-19 à l'échelle de la France comme à l'échelle du monde, je pense que maintenant, normalement, tout le monde a les idées à peu près claires. Même si parfois il faut en convaincre encore certains observateurs qui en doutent, la réalité c'est que cette crise, comme chaque dysfonctionnement qui met brutalement à l'arrêt le fonctionnement de nos sociétés, j'entends par là une guerre, une crise alimentaire, etc. Donc tous ces dysfonctionnements et cette crise du Covid-19 ont un impact immédiat qui est la dégradation de la situation des femmes. La dégradation de la situation des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris lorsque cette dernière avait fait des progrès constants depuis des années. Et on estime
que s'agissant de la crise du Covid-19, ce sont, à la fin de ces 2 ans de quasi-confinement, près de 25 ans de progrès en matière d'égalité femmes-hommes qui sont remis en cause à l'échelle du monde. C'est quand même quelque chose de particulièrement effarant. Avec Sandra Laugier, ça nous est apparu assez tôt, lors du premier confinement en France. Pour vous raconter les choses entre nous, en fait, on se connaît, bon, donc on s'est appelé pour prendre de nos nouvelles, l'une l'autre. On était au mois de mai-juin 2020. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on était irrité par les mêmes choses. À la fois ce sentiment que finalement les premières lignes qu'on applaudissait si fort à nos fenêtres, les soignants, les caissières, etc. En fait, je devrais le mettre au féminin à chaque fois, les soignantes, les caissières, en fait, étaient essentiellement constituées de femmes, à 70 à 80%, les employés des EHPAD, par exemple. Donc, ces personnes qu'on applaudissait comme des métiers, des personnes absolument indispensables à notre vie biologique ou à notre vie sociale, sont des femmes. Et en même temps, on voyait la situation des femmes se désagréger, j'y reviendrai dans un instant, et surtout, aucune part prise dans le leadership, le discours, l'analyse, l'expertise autour de la crise. Et il y a quelques images d'ailleurs qui resteront gravées, je pense, dans nos mémoires de photos de conseils de défense, par exemple, réunis autour du président de la République, où soudain on n'a plus une femme. Il y a eu une étude qui a été conduite et qui objective le fait que déjà les femmes n'étaient pas très présentes sur les plateaux télé, dans les médias. Pendant la crise, elles ont quasiment disparu des écrans. Il n'y avait pas d'infirmières dans les comités scientifiques qui accompagnaient le gouvernement dans la réflexion, alors qu'on passait notre temps à dire à quel point c'était important. Bref, donc on avait une espèce de gap et d'incohérence totale entre, soi-disant, cette nouvelle valorisation, reconnaissance qu'on leur accordait et en fait l'absence de leur voix dans l'espace public. Et pendant ce temps-là, je le disais, leur situation personnelle qui se désagrégeait, parce qu'au fond, soit ces femmes faisaient partie des premières lignes que je viens d'évoquer, ce qui veut dire qu'elles s'exposaient à la pandémie pendant que nous, on se maintenait à peu près à l'abri. Donc elles allaient travailler, elles n'avaient pas franchement le choix. Soit les femmes étaient en télétravail à la maison avec une répartition sexuée des rôles qui s'est très vite réinstallée, où grosso modo ce sont elles qui se sont récupérées la quasi-totalité de la charge domestique, et donc devant jongler entre tout ça avec des difficultés psychologiques franchement très lourdes, et d'ailleurs on en prend de plus en plus conscience aujourd'hui. Et puis enfin, et il en a été un peu question heureusement, l'explosion évidemment des violences. Puisque, comment le dire autrement, dès lors que vous faites un confinement, il y a des personnes qui donc le foyer est le lieu le plus insécure qui soit. Donc, par définition, si vous cantonnez les gens dans leur foyer avec cette insécurité-là, ça produit cette augmentation. Il y a dû y avoir genre 40% de signalements de violences conjugales supplémentaires. Et ce, évidemment, dans le monde entier. Tout ce que je raconte là n'est pas propre à la France. Et puis, si on va chercher, puisque vous m'y avez invité aussi à l'échelle du monde, et notamment dans les pays les plus pauvres, que nous regardons avec une attention particulière chez One, évidemment des violences culturelles aussi. C'est-à-dire que concrètement, c'est des mutilations génitales qui repartent à la hausse, c'est des mariages précoces, c'est des grossesses non désirées. Le fait qu'on ait sorti les élèves des écoles, et parmi eux donc les filles, malheureusement, a comme conséquence notamment le fait que ces filles n'y retourneront pas à l'école, soyons clairs, et qu'on les ait mises dans la situation que je viens d'évoquer. Donc finalement, cette désagrégation, cette fragilisation incroyable des femmes pendant la crise, elle nous pousse, avec Sandra, qui est philosophe et qui travaille aussi beaucoup sur le sujet notamment du care et depuis des années, à nous interroger finalement sur ce qui guide encore nos organisations sociales. Pourquoi est-ce que malgré les progrès législatifs, on renoue toujours avec ces vieux réflexes et ces vieux stéréotypes, et on ne peut pas dire que ce soit simplement parce que il y a des opposants forcenés à l'égalité femmes-hommes dans nos sociétés qui résisteraient. Il y en a évidemment,
Mais je pense que le problème est plus profond. Le problème, c'est que, y compris parmi les gens qui n'ont pas d'avis particulier sur ce sujet, il y a une espèce d'inconscient dans lequel des évidences sont occultées. Je vous en donne un exemple. Par exemple, beaucoup de femmes dans un pays comme le nôtre considèrent qu'elles ont beaucoup gagné en matière d'égalité femmes-hommes ces dernières décennies, qu'elles sont évidemment bien plus indépendantes et autonomes que ne l'était leur mère. Et donc, du coup, quand on leur pose la question, diriez-vous qu'il y a encore des combats féministes à mener, sont susceptibles de vous répondre oh non, qu'on nous lâche un peu les baskets avec ça, ça appartient au passé. Eh bien, parmi ces femmes, souvent, on ne se rend pas compte que l'autonomie acquise par rapport aux mères, justement, l'indépendance acquise qui leur permet d'aller travailler, elle se fait non pas parce qu'elles ont mieux réparti les charges domestiques avec leur époux, mais parce qu'elles se sont déchargées, et tant mieux pour elles, hein, et on est nombreuses dans ce cas-là, évidemment, elles se sont déchargées de cette charge domestique sur d'autres personnes, généralement évidemment des femmes, encore plus vulnérables qu'elles. C'est tous les métiers domestiques, au fond, femmes de ménage, garde d'enfants, etc., généralement précarisées, aux métiers pas reconnus comme ils devraient l'être, et à la voix encore moins audible que ne l'est celle des femmes en général dans un pays comme le nôtre. Parce que souvent, ces femmes, gardes d'enfants, femmes de ménage, etc., sont étrangères. Donc, voilà. Donc, cette vulnérabilité-là. Eh bien, ne pas prendre conscience que, en réalité, la répartition de la charge domestique ne s'est pas faite vers un meilleur équilibre homme-femme, mais vers finalement d'autres femmes encore plus vulnérables que soi, à mon avis, ça explique pour une large part pourquoi il y a cette espèce d'illusion de l'égalité. Et j'en finirai là parce que je ne veux pas être trop longue, mais finalement, ce que ça nous amène à considérer, c'est vraiment l'utilité des métiers. C'est-à-dire, au fond, dans cette affaire, pourquoi est-ce que la charge domestique continue d'apparaître pour le plus grand nombre comme devant relever des femmes? Que ce soit les femmes voilà, en tant que mères, etc., ou que ce soit les femmes en tant qu'employées. Eh bien, précisément parce que cette charge domestique et les fonctions qui l'accompagnent sont dévalorisées. C'est-à-dire qu'en gros, nous vivons encore intellectuellement dans un monde dans lequel ce qui relève du domestique relève des femmes et ce qui relève des femmes est donc forcément dévalorisé. Et c'est ainsi que les métiers qui sont un peu l'émanation de ces tâches domestiques-là, employés d'EHPAD par exemple, eh bien, ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Même chose d'ailleurs, c'est ça qui est fou, lorsque ces métiers sont pour le coup plutôt masculins. Éboueur, même chose, ce n'est pas non plus reconnu à sa juste valeur, mais c'est un peu comme si, bien que ce métier soit essentiellement constitué d'hommes, lui était accolée cette forme de domesticité féminine, en fait, qui fait qu'on va moins le reconnaître. Donc finalement, tout cela nous conduit à nous dire que peut-être une des façons de lever ces freins persistants à l'égalité femmes-hommes, c'est de penser la société du care. C'est de penser l'utilité de ces tâches, c'est de penser l'utilité du coup des métiers qui en découlent, pour mieux les valoriser, parce que c'est en les valorisant naturellement qu'on y attire aussi des hommes et qu'on les répartit davantage, mais aussi tout simplement pour changer notre rapport, notre façon d'être au monde, parce que le care, l'éthique du care, c'est vraiment le contraire de la négligence. L'éthique du care, c'est le souci de chacun. C'est ne pas justement occulter telle ou telle voie, comme nous l'avons constaté dans notre système actuel qui reste quand même très patriarcal, je le disais. L'éthique du care, c'est se soucier aussi bien des individus que de son environnement, parce que finalement, le contrario qui est la négligence, eh bien, il porte aussi bien sur les individus qu'on ne soigne pas, qu'on ne traite pas assez bien, que sur l'environnement qu'on laisse surexploiter. Donc finalement, la conclusion, vous voyez, en partant d'une réflexion sur la fragilité des femmes, les inégalités persistantes entre les sexes, on arrive très vite à une réflexion sur notre société au sens large, notre démocratie. Et on pense sincèrement que cette éthique du care, en fait, c'est le moment qu'elle vienne ranimer, nourrir, redonner de la vigueur à notre démocratie. Et particulièrement, évidemment, au sortir de cette crise où on se sera tant manqué, pour dire les choses simplement, et on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver dans une relation de souci et d'attention.
Je m'arrête là parce que je suis trop longue. Merci. Je reprends la parole quelques secondes pour, pour redonner la parole à Charlotte pour faire le lien peut-être avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé aux États-Unis, pour faire le pendant avec l'intervention de Madame Vallaud-Belkacem. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et puis merci pour cette première prise de parole. Donc effectivement, je vais plutôt parler des États-Unis, mais vraiment en tant qu'étude de cas et exemple de mécanismes qui sont vraiment repérables dans beaucoup d'autres sociétés. Et donc le point principal de cette pandémie, c'est que vraiment elle a révélé et exacerbé. Et quand je dis révélé, c'est plutôt mis en valeur aux yeux de gens qui n'en avaient peut-être pas conscience, et exacerbé des rapports de domination qui existent déjà dans la société. Et ces rapports sont de genre, de classe et de race également. Alors peut-être juste quelques points de repère. L'épidémie aux États-Unis est colossale. On est aujourd'hui à 29,5 millions de personnes qui ont été ou sont malades du coronavirus et plus d'un demi-million de morts, 536 000 à ce jour. L'épidémie est en train de ralentir un petit peu grâce à la vaccination. Je reviendrai un petit peu après sur la vaccination qui donc avance. Aujourd'hui, on estime qu'environ 20% de la population a reçu au moins une injection du vaccin. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est que ces données, je les tire du New York Times, qui a fait un énorme travail de mise à disposition et de collecte de ces données et pour rassembler une information qui, ça peut paraître fou, mais n'était pas disponible et concentrée sous l'administration Trump, qui avait court-circuité le CDC et qui avait demandé aux hôpitaux de ne plus transmettre leurs informations à ce centre de surveillance de santé, mais de les envoyer directement au gouvernement. Ce qui, évidemment, sur le plan politique et puis de l'efficacité des politiques publiques, pose énormément de questions. Donc, le New York Times fait un travail de ce point de vue-là et identifie des lieux de cluster, donc les universités, les prisons, et les maisons de retraite et maisons d'accueil pour les personnes âgées ou vulnérables, qui constituent un tiers environ des morts. Tout ceci étant dit, à tous ces endroits-là, ce qu'on constate, c'est que les minorités sont surreprésentées dans le nombre de victimes. Les Noirs et les Latinos meurent 2 à 2,5 fois plus que les Blancs du coronavirus et sont également beaucoup plus souvent malades. Je reviendrai sur un certain nombre de facteurs systémiques, comme on dit, et structurels qui à la fois expliquent, mais montrent aussi que les réponses qui sont apportées sont conçues plus pour les populations blanches que pour les populations minoritaires. Et ça dit encore beaucoup des structures justement de pouvoir. Donc les Noirs et les Latinos sont beaucoup plus affectés depuis le début. Et aujourd'hui, une population qui a fait un triste rattrapage, c'est les natifs et indiens américains, qui sont aujourd'hui la population la plus mortellement affectée. Alors, ils sont évidemment beaucoup moins nombreux que les Noirs ou que les Latinos, mais ils sont également plus touchés. Pourquoi ces populations sont plus touchées? Eh bien, parce que un certain nombre de rapports sociaux organisent leur exposition au coronavirus, c'est-à-dire qu'ils occupent des emplois plus exposés, plus vulnérables, plus au contact de la population. On l'a dit, des emplois dans les services, des emplois plus précaires qu'ils ne peuvent pas se permettre de quitter ou qui ne leur permettent pas d'avoir des congés, même sans solde. Des emplois qui ne se font pas en télétravail, des populations qui ont moins souvent accès à un véhicule personnel et qui empruntent plus les transports en commun ou qui sont plus éloignées de leur lieu de travail, etc. Ce qui donc augmente leur exposition
à la contagion, au risque de contagion et donc de maladie. Ils vivent dans des quartiers qui sont plus ségrégés souvent, plus denses, dans des logements plus denses aussi et avec des infrastructures de santé moins accessibles ou moins présentes. Et quand il y en a, des discriminations raciales ou de classe aussi plus fortes. Les emplois qu'ils occupent ont leur donnent moins souvent accès à des couvertures santé qui aux États-Unis sont payées par les employeurs. Donc ils ont aussi ils vont moins chez le médecin, ils sont moins dépistés, ils sont moins bien pris en charge de manière chronique. Et quand ils tombent malades, ils sont également plus souvent porteurs de ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité. Bon, c'est un vocabulaire avec lequel on est devenu familier, malheureusement, au cours de cette année. C'est-à-dire qu'ils ont plus souvent des prédispositions et des maladies comme l'hypertension, l'obésité, qui les prédisposent à mourir en plus grande proportion du coronavirus. Et ces facteurs de comorbidité ne sont pas un hasard, ils ne sont pas distribués de façon aléatoire dans la société, mais sont bien le résultat de rapports anciens de domination et de ségrégation aux États-Unis, de malnutrition, de moins bon accès à de la nourriture, à des supermarchés de qualité, aux infrastructures de santé, enfin, etc. Donc ces inégalités-là qu'on a bien observées dans la première phase de la pandémie, il se trouve qu'on les retrouve aujourd'hui dans la phase de la vaccination. Et on observe des inégalités d'accès dans la vaccination. Alors, ça s'explique, donc là encore, ce sont les pauvres, les minorités et je reviendrai sur le cas des femmes en particulier, qui sont donc moins bien vaccinées, les pauvres et les minorités, parce qu'elles ont moins accès à l'information. Une information qui trop souvent est disponible uniquement par Internet et quand dans certains quartiers ou certains foyers, on n'a pas accès à des ordinateurs ou à des connexions ou qu'on n'a pas un accompagnement pour le faire ou qu'on n'a pas le temps de passer des heures au téléphone pour attendre qu'un hôpital décroche, etc. ou qu'on n'a pas de véhicule personnel, encore une fois, pour se rendre dans des infrastructures qui sont éloignées de notre domicile et il faut s'y rendre pour le dépistage et puis pour le premier shot de vaccination et puis pour le deuxième shot de vaccination et puis parfois ça veut dire des jours de congé que les gens ne peuvent pas se permettre de prendre, etc. Donc on voit bien que c'est pas si simple, même quand des solutions sont proposées, d'y accéder. Et puis, il y a une autre difficulté aussi qui concerne en particulier les minorités ethniques et en particulier les Noirs, c'est la défiance historique vis-à-vis des politiques de santé et des institutions qui les ont historiquement discriminées et malmenées. Et donc, aujourd'hui, il y a cette persistance d'un manque de confiance dans les autorités médicales de la part d'un certain nombre de Noirs américains et de Latinos. Qui, par exemple, peuvent être éventuellement clandestins et avoir peur d'être dénoncés s'ils se rendent à l'hôpital ou ne moins bien connaître leurs droits et leur accès aux droits. Et puis, il y a des discriminations indirectes. Et ça, c'est souvent ce qui est le plus difficile à montrer, mais donc, je reviens sur cette question de la vaccination qui a décidé de prioriser, enfin les autorités ont décidé de prioriser les personnes les plus âgées pour se faire vacciner en premier. Or, du fait de toutes les autres discriminations structurelles que j'ai juste évoquées, il se trouve que l'espérance de vie des Noirs est inférieure à celle des Blancs. Et que donc, il y a certains quartiers où l'espérance de vie, dans certains quartiers très ségrégés, très noirs, où l'espérance de vie ne dépasse pas 67, 68 ans. Donc, quand les personnes prioritaires pour être vaccinées doivent avoir plus de 75 ans, ça exclut automatiquement une partie de la population minoritaire. Sachant qu'en plus, les chiffres commencent à montrer que les minorités, les Noirs et les Latinos, semblent être victimes du coronavirus dans de plus grandes proportions aux âges de la quarantaine et de la cinquantaine. Or, toutes les politiques publiques sont organisées autour de la vulnérabilité du très grand âge et des personnes beaucoup plus âgées. Donc, on voit encore que voilà, il y a des discriminations structurelles.
Et donc, évidemment, tout ça, il y a des intersections entre donc, la classe sociale, la pauvreté, et puis la question raciale, comme je viens de montrer, et puis évidemment la question du genre, qui a déjà été bien évoquée par Najat Vallaud-Belkacem. Mais donc, dans le cas des États-Unis, concrètement, pour donner quelques repères sur comment ça se traduit, on estime que depuis février 2020, donc en un an, plus de 2,3 millions de femmes ont quitté la population active. Elles sont à un nombre historiquement bas, au plus bas depuis 33 ans. Donc effectivement, ça recoupe ce que disait il y a quelques instants Madame la Ministre sur le fait qu'on a pris un retard de plusieurs décennies sur la question de l'égalité. Des chiffres du mois de décembre que Marie-Cécile Nave avait partagé avec moi montraient que tous les emplois perdus au mois de décembre ont été perdus par des femmes. Donc, il y avait eu 156 000 emplois perdus au mois de décembre aux États-Unis. 140 000 emplois perdus aux États-Unis, 140 000 par des femmes, et les hommes avaient gagné 16 000 emplois. Donc, et tous ces chiffres-là se retrouvent aussi sur toute l'année. C'est absolument spectaculaire le recul en termes d'égalité dans l'emploi. Les chiffres du chômage montrent des inégalités très fortes entre les femmes. Donc, toutes les femmes ont connu un recul et une précarisation, une vulnérabilisation de leur position sociale, familiale, politique, mais les femmes de minorité encore plus. Et les chiffres du chômage, par exemple, montrent que les femmes blanches ont un taux de chômage de 5,1% et les femmes noires et latinos de 8,8 ou 8,9%, donc beaucoup plus élevé. Et il faut aussi savoir que ne sont pas comptées dans les chiffres du chômage les femmes qui ont été contraintes de quitter leur emploi pour aller garder leurs enfants. Parce que beaucoup d'entre elles se sont retrouvées à devoir faire le choix de soit s'occuper de leurs enfants en l'absence d'école et de structures de garderie, etc., ou de continuer à aller travailler. D'ailleurs, la fermeture des écoles renforce une autre inégalité sociale très forte, puisque ça veut dire pour beaucoup d'enfants et beaucoup de familles qu'il n'y a plus les repas fournis par l'école. Et donc, les budgets alimentaires des familles explosent alors que souvent leurs salaires ont baissé. Je ne vais pas revenir trop en détail sur assommer de chiffres. L'important, c'est vraiment les grands mécanismes, mais les femmes sont très touchées, donc elles ont plus souvent été discriminées et elles ont plus souvent été licenciées que les hommes. Un certain nombre d'entre elles d'ailleurs portent plainte pour licenciement abusif, etc. Il y a eu des mesures qui ont essayé d'être mises en place, et notamment il y avait un droit à un congé pour raison de santé, un congé sans solde de 12 semaines, mais soit elles n'en étaient pas informées, soit les employeurs les ont tout simplement illégalement mais refusés, soit à leur retour elles n'ont pas retrouvé leur emploi ou un poste plus précaire. Parce que même quand les femmes retournent ensuite sur leur lieu de travail, elles ont souvent elles peuvent être plus souvent exposées à une baisse de salaire, à un ralentissement dans la progression dans l'échelle de la société, ce qui a un impact aussi sur leurs cotisations et sur leur retraite, etc., et qui enchaîne, sédimente et accumule des discriminations et des inégalités qu'on va retrouver pendant plusieurs décennies tout au long de la vie des femmes. Donc le recul de cette année, on va le retrouver encore dans 20 ans ou dans 30 ans dans les inégalités des montants des retraites des femmes et puis potentiellement dans leur santé. Aux États-Unis aussi, on constate que les troubles psychologiques et les dépressions sont en augmentation très très forte. Donc là aussi, c'est un sujet de préoccupation. Et puis les violences domestiques et intrafamiliales, les enfants aussi sont plus exposés aux violences pendant cette période. Pour conclure juste très rapidement, sur la situation politique, il faut comprendre qu'aux États-Unis, la situation est particulièrement catastrophique parce que c'est une société qui, de toute façon, n'a pas de filet
de sécurité et d'aide sociale aussi important qu'une société comme la société française, par exemple. Donc la bascule dans la pauvreté peut être vraiment très rapide et très spectaculaire. Et quand je dis dans la pauvreté, c'est dans la très grande pauvreté, dans le sans-abrisme, etc. L'administration Trump, évidemment, a joué en la défaveur d'une prise en charge efficace de l'épidémie et d'une bonne prévention. Elle a contribué, donc l'administration Trump et Donald Trump en particulier, à nourrir une défiance vis-à-vis de la santé, des informations, etc. Et puis à complètement désorganiser les services et fait que les États ont un peu réagi au cas par cas et État par État en l'absence de coordination fédérale. Il y a eu également un renforcement des anti-masques et donc c'est cette partie des Américains qui estiment que leur liberté d'Américains, c'est de mourir s'ils le veulent, s'ils le choisissent, ce qui élude évidemment toute cette partie des inégalités que je viens de citer, parce que ce ne sont souvent pas ces Américains-là qui sont le plus exposés et qui vont probablement le plus mourir de la maladie, encore une fois. Je passe très rapidement, mais donc Joe Biden a changé radicalement le fusil d'épaule et créé un certain nombre de commissions et de structures pour une meilleure prise en charge. Il a rallongé la durée de ce congé pour pouvoir s'occuper des enfants. Alors c'est un congé qui est pour les caregivers, donc les personnes qui s'occupent de leur famille, et pas nécessairement uniquement des femmes, mais enfin en pratique, ce sont quand même les femmes à l'immense majorité qui en demandent le bénéfice. Et il y a un focus donc sur l'égalité et l'équité raciale, qui va se traduire notamment par une meilleure collecte des données dans un premier temps, mais ça peut-être que Marie-Cécile Nave donnera aussi d'autres éléments sur cette situation. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que la politique aujourd'hui de Joe Biden, elle est vraiment le résultat de la mobilisation sociale de Black Lives Matter et de la gauche radicale américaine depuis plusieurs années. Et que même cette gestion de crise, elle s'inscrit dans des rapports de force politiques et dans une société, dans des rapports de force de société qui évidemment sont de plus long terme. Et qu'il n'y aurait sans doute pas eu une réponse aussi radicale et aussi concentrée sur la question de l'égalité raciale s'il n'y avait pas eu ce militantisme politique très fort. Et d'ailleurs, les militants continuent de jouer un rôle très important parce qu'ils, par exemple, ils font vraiment le rôle d'influenceurs sur la vaccination, sur les réseaux sociaux. On les voit vraiment faire la promotion de la vaccination, de l'accès à l'information, etc. pour les populations les plus vulnérables. Voilà, j'avais encore 2-3 autres points, mais comme j'ai déjà dépassé mon temps, j'y reviendrai peut-être plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'aurais pas mal de questions, mais je vais d'abord passer la parole à Marie-Cécile Nave, et du coup qui enchaîne aussi sur les États-Unis, et puis on pourra revenir un peu ensuite en Europe. Merci beaucoup, Razak, et aux deux précédentes intervenantes. Alors, c'est vrai que on pourrait compléter, ajouter, rebondir sur plein de choses qui ont été dites et auxquelles je souscris totalement. C'est vrai que bon, les grandes crises planétaires que nous traversons, qu'elles soient socio-économiques, financières, environnementales, sanitaires comme aujourd'hui ou encore politiques, elles nous dévoilent un peu plus que le réel est complexe et elles accentuent les besoins de compréhension de la population face aux risques et aux incertitudes. Or, on a l'impression quand même que, et ça a été dit précédemment, que les désordres de l'information, dont les fake news sont une des émanations, sur la Covid prospèrent. Et ils sont partout dans le monde, ils sont nourris de récits virilistes, sexués, raciaux aussi, etc. etc. Ça a été dit. Je prends juste un exemple pour compléter peut-être un des propos précédents, c'est que dans plusieurs pays, dont notamment certains États fédérés américains, l'accès à l'avortement a été réduit par certains gouverneurs qui ont pris comme prétexte la Covid pour ne plus permettre aux femmes
d'accéder dans les délais légaux, disant que c'était une priorité il fallait mettre de côté parce que en termes sanitaires, c'était dangereux pour elles, etc. Il y a aussi d'autres types de messages de désinformation, de la disqualification de la parole des chercheuses, les attaques sexistes contre elles. Il y a un article très intéressant dans The Lancet qui a été publié en décembre, écrit par notamment les chercheuses et médecins Karine Lacombe, Alexandra Calmi et Caroline Sammer, qui expliquent comment, quand elles sont venues dans les médias en tant que chercheuses et médecins-chefs, leur parole a été très, très souvent l'attaque de tentatives de disqualification. Et donc, ça fait partie de cette mouvance, de cette dynamique où on est dans la désinformation avec un axe sexué, viriliste et parfois misogyne. Or, la pandémie a mis au jour, et ça a été dit aussi, et amplifié un certain nombre d'inégalités, notamment des inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes n'ont pas été affectés de la même manière par la Covid et par ses conséquences économiques et sociales. Les hommes ont été très souvent aussi plus victimes de formes graves de la maladie, et en particulier parce qu'on sait, et c'est documenté notamment dans des études américaines, que le rapport à la santé est profondément genré. Donc, si on ne chausse pas les lunettes du genre, il y a un certain nombre d'angles morts qu'on laisse prospérer et qui peuvent aussi être dommageables pour les hommes. Mais quand même, bon, les inégalités se sont beaucoup amplifiées en défaveur des femmes, et tout ceci est documenté par la recherche. C'est documenté par la recherche universitaire, c'est documenté par les associations. Dans notre pays, en France, c'est documenté par l'INED ou par l'INSEE. Et peut-être encore plus incroyable, c'est que les précédentes crises sanitaires, comme Zika ou Ebola, avaient déjà mis en évidence cette augmentation des inégalités en défaveur des femmes, l'augmentation des violences, l'augmentation de la déscolarisation des filles dans certains pays. Est-ce qu'on en a tiré les leçons? Il semblerait que non, ça reste toujours des angles morts. Et tout ceci montre, à mon sens, que si on n'informe pas bien, eh bien, on désinforme. Si on laisse des pans aveugles de la réflexion sur le réel, eh bien, on n'informe pas bien. Donc, c'est une forme aussi de désinformation. Et si on n'informe pas bien, eh bien, on agit mal politiquement. On oublie des catégories de gens dans les politiques publiques. C'est pourquoi il me semble à moi aussi indispensable de prendre en compte le critère du genre, non pas pour genrer les politiques, mais peut-être au contraire pour les dégenrer, pour n'oublier personne, pour mieux appréhender les réalités et pour avoir des politiques publiques plus efficaces. Et ça nous renvoie à la nécessité de nous appuyer sur la recherche, notamment la recherche en sciences humaines et sociales, pour mieux connaître, pour mieux comprendre et pour mieux agir. Et quand je parle de la recherche, je pense d'abord à la recherche académique, à la recherche universitaire, mais je pense aussi à la recherche citoyenne, parce qu'il est très, très important de s'appuyer aussi sur les expertises d'expérience des populations et en particulier des femmes dans les sociétés que l'on veut étudier, dans les sociétés où les inégalités sont les plus flagrantes, pour penser et gérer la crise que nous traversons actuellement. Alors, il y a déjà des laboratoires des expériences qui peuvent faire office de laboratoire, par exemple la diplomatie féministe qui a été mise en place par l'ONU et par certains pays, encourage depuis plusieurs années la prise de parole des femmes, la participation des femmes dans, par exemple, les processus de paix et de transition politique. L'écoféminisme, qui est à la fois un champ de recherche universitaire et un champ de recherche qui s'appuie sur les expertises citoyennes, sur les expertises militantes, savent faire ça aussi, savent prendre en compte la parole des femmes pour nourrir une réflexion sur le réel et pour alimenter la décision publique. Donc, il est important de donner la parole aux femmes, non pas parce qu'elles sont nées femmes, et on ne va pas tomber évidemment dans le piège essentialiste, mais parce que cette parole-là, elle permet d'ouvrir le regard sur le réel, sur les réalités vécues. Ce sont, pour reprendre une formule de Sandra Logier que je trouve pertinente, c'est écouter les voix politiques compétentes. Et écouter toutes les voix politiques
compétentes. Ça, c'est un enjeu à la fois politique, évidemment, mais aussi épistémologique. C'est un enjeu de méthode pour bien agir ensuite. D'autant, je crois, et on l'observe dans notre pays, mais dans beaucoup de pays dans le monde et pas que dans les pays développés, la Covid a mis en évidence qu'il existe une attente citoyenne de bienveillance, de solidarité, de participation, et les politiques publiques, à mon sens, doivent y répondre. Non pas avec des approches vues comme féminines du réel, c'est pas du tout ça, mais en acceptant l'idée que, par exemple, la vulnérabilité, la fragilité, c'est un sujet noble de politique publique. Ce n'est pas un sujet secondaire ou marginal, c'est un sujet noble. Les citoyens, les citoyennes s'en préoccupent. Donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'intérêt qui serait le nôtre, qui est le nôtre collectivement d'inverser la hiérarchie des valeurs en parlant, par exemple, d'une société du care où il s'agit de prendre soin, mais aussi d'être solidaire, de créer du lien parce que nous avons besoin de cette manière de penser, de nous penser tous ensemble. Et ceci rejoint un autre élément que je ne vais évidemment pas développer par manque de temps, mais qu'on peut quand même mentionner et parler quelques instants, c'est la question de l'entre-soi du pouvoir. Alors, je l'ai un peu dit de manière implicite, mais il faut, je crois, lutter contre l'entre-soi du pouvoir en écoutant des voix politiques compétentes et notamment les voix des femmes, parce que le pouvoir dans les sphères politiques, économiques, médiatiques, en particulier aujourd'hui, ça a été amplifié par la Covid, mais ça existe aussi en période de routine, eh bien, il demeure quand même, il faut le dire, profondément excluant. Il exclut beaucoup les femmes et notamment les femmes de certaines catégories sociales. On se prive, ce faisant, de compétences, on se prive de regard sur le monde et on prend l'énorme risque de l'inefficacité et de la défiance parce que la défiance, c'est quand même un problème qui continue de menacer nos démocraties. Chaque jour, l'actualité nous le montre. On a beaucoup parlé, par exemple, de la gestion de la crise par des premières ministres femmes, non pas parce que les femmes, par nature, sauraient mieux gouverner, c'est pas du tout ça, mais c'est parce qu'elles sont, par leur expérience personnelle, plus conscientes de la nécessité de prendre en compte certaines questions d'empathie, de vulnérabilité, de solidarité, et parce qu'elles dirigent des États ou des pays dans lesquels il y a une tradition de parité plus importante qu'ailleurs, et donc on en a plus l'habitude d'écouter la parole des femmes quand elles ont des choses à proposer, quand elles ont des choses à dire. Et un mot pour compléter ce qu'a dit Charlotte Recoquillon sur les États-Unis. Je crois que la présidence Biden, et j'ajoute Kamala Harris dans ma phrase, est un laboratoire intéressant parce que on a l'impression, et ça c'est effectivement en grande partie parce que la campagne électorale a été ce qu'elle a été, avec les mobilisations très fortes des mouvements antiracistes, les mobilisations très fortes des féministes dès janvier 2017, dès l'arrivée au pouvoir de Trump. Les féministes sont dans la rue avec les Women's March, mais aussi avec la volonté de tourner très fortement la page Trump. C'est ça qui guide un peu, même beaucoup, le projet de société de Biden et Harris. Eh bien, on a cette prise en compte de la vulnérabilité, de la solidarité, de la bienveillance au cœur, c'était déjà au cœur du discours de campagne et on voit que ça semble quand même être beaucoup au cœur du début de la présidence Biden et Harris. Par exemple, a été créée sur la Covid au sein du ministère de la Santé une Health Equity Task Force, une task force consacrée aux questions d'équité dans la santé et a été créée aussi placé auprès du président Biden un Gender Policy Council, c'est-à-dire une sorte de ce qu'on appellerait en France un comité interministériel et qui est placé directement auprès de la présidence, auprès de l'exécutif, qui est consacré à l'égalité femmes-hommes et plus globalement aux questions de genre, dans les questions de santé, dans les questions d'éducation, dans les questions d'environnement, les questions d'emploi, etc., etc. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'ensemble des politiques publiques qui vont être décidées au niveau exécutif eh bien, puissent passer à travers le prisme de l'égalité femmes-hommes et de l'égalité de genre. Et Kamala Harris, elle a eu cette phrase récemment quand on
quand elle a commenté les chiffres que Charlotte Recoquillon vient de dire sur les femmes qui ont quitté le marché du travail récemment, elle a dit notre économie ne peut pas repartir complètement si les femmes ne participent pas complètement. Elle ne peut pas repartir complètement si les femmes sont oubliées, pour le dire autrement. Et on a l'impression que cette question des lunettes du genre sont vraiment au cœur des premières semaines de la présidence. Dans l'énorme plan de relance qui vient d'être voté, qui est de 1900 milliards de dollars, il y a un focus sur la lutte contre la pauvreté infantile, avec des allocations familiales exceptionnelles qui vont aller jusqu'à 300 $ par mois et qui vont concerner 93% des enfants américains. Mais avec l'idée de départ de cibler les enfants les plus pauvres et donc les mères les plus pauvres, les femmes les plus pauvres. C'est ça le focus de départ, mais l'intérêt, c'est que c'est une politique universelle. Ça va servir à tous. On part d'un ciblage particulier des femmes, des familles les plus pauvres, en particulier des femmes, et en particulier, dans le particulier des femmes issues des minorités ethniques, pour ensuite faire une politique publique qui s'adresse à tous. Donc, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer maintenant. Est-ce que les projets, le projet de renouveler, de refonder l'Obamacare qui a été beaucoup malmené sous l'ère Trump va pouvoir prendre en compte cette dimension des inégalités entre les femmes et les hommes? Est-ce qu'on va être dans ce ciblage-là? Est-ce que Biden va pouvoir le faire? Comment ça va être accueilli par la population, comment ça va être accueilli par l'opposition, a priori plutôt mal. Mais c'est intéressant de voir que la démocratie américaine, elle a su prendre un peu sa revanche sur les 4 années qui viennent de se dérouler, en particulier sur ces questions-là. Et j'ai envie de poser la question un peu de savoir si finalement prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, prendre soin de la planète, plus globalement, parce que c'est aussi une crise environnementale que l'on est en train de vivre. Est-ce que ce n'est pas une forme de résistance? Est-ce que ce n'est pas une résistance face à certaines hostilités, à certaines oppressions, à certaines tentatives de domination, de prédation dont un grand nombre de gouvernements ont la tentation aujourd'hui, y compris en démocratie. Je pense au Brésil, je pense à la Hongrie de Viktor Orban, à la Pologne, etc. Mais aussi dans les pays non démocratiques. Est-ce que prendre soin, ce n'est pas une forme de résistance? En tout cas, c'est politique, évidemment. Et ce qui apparaît comme des choses souvent certains considèrent comme étant négligeables ou marginales en politique publique, eh bien, finalement sont essentielles, et il y a, je crois, une véritable attente sociale, une attente citoyenne par rapport à ça. Et encore une fois, et je vais terminer peut-être là-dessus pour le moment, les femmes sont parmi les plus grandes victimes de la Covid, en particulier sur les questions de violence, sur les questions socio-économiques, sur les questions de la charge mentale aussi, celles qui doivent gérer toute la famille, en fait, ça repose sur leurs épaules. Donc, elles sont victimes, mais ce sont aussi des actrices du changement. Il faut les écouter. Elles ont des choses à dire, que ce soit des expertes, les scientifiques, dans les médias, que ce soit aussi les citoyennes, que ce soit les associations dans les pays en voie de développement. Elles ont un savoir, elles ont une expertise d'expérience. Il faut compter sur elles pour résoudre la crise. Donc, le côté victimisation, le côté victime plutôt, et le côté actrice du changement, ce sont, je crois, les 2 pans qu'il faut prendre en compte pour avancer. Encore une fois, la décision publique, les politiques publiques, quel que soit le type de régime politique, ont beaucoup à y gagner. Merci beaucoup, ça amène beaucoup de questions. Moi, je vais commencer par en poser une, en fait, sur cette illusion de l'égalité évoquée par Najat Vallaud-Belkacem au tout début, et sur la manière de procéder pour réévaluer, en fait, l'utilité des métiers, et comment est-ce qu'on peut procéder. Et puis ensuite, je prendrai les questions, en fait, du public, et puis on pourra aussi, je pense, revenir sur
parce que peut-être que Charlotte et Marie-Cécile, vous l'avez un peu évoqué, mais sur le lien entre la perte d'emploi des femmes aux États-Unis, puisque Charlotte disait 2,3 millions de femmes qui ont quitté la population active, mais en fait, ça a du coup un lien énorme avec la question de la santé, puisque si je comprends bien, l'assurance santé est liée en fait à l'emploi en fait des femmes aux États-Unis, et du coup, c'est une forme de double peine pour des femmes qui perdent à la fois leur emploi, leur autonomie et leur assurance sociale. Alors, je ne sais pas qui prend la parole. Si vous voulez, je peux commencer, mais c'est clair que c'était vraiment hyper intéressant et complémentaire, hein, ce que je viens d'entendre, et que en particulier la situation américaine a cela de particulier, de symptomatique, que en gros elle est encore plus visible que ce qu'on peut percevoir dans nos sociétés à nous, parce que comme Charlotte le disait, les protections sociales sont quand même tellement moindres. Moi, j'ai été vraiment frappée, hein, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 2 ans dans une multinationale où j'avais des collègues américains, et j'étais frappée de voir à quel point les femmes devaient épargner elles-mêmes pour prendre quelques jours de congé au moment de la maternité, enfin, parce que sinon aucune protection, c'était voilà. Donc du coup, je pense qu'avec ce tour d'horizon, ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, ce qui apparaît particulièrement essentiel, c'est l'existence d'un système de protection sociale déjà, l'existence d'un système de service public, parce que en réalité, finalement, le contraire de cette société du care que j'évoquais tout à l'heure, la société de la négligence, c'est précisément une société dans laquelle on ne se soucie pas, on ne pense pas à la grande pauvreté ou aux fragilités des individus, qui ne sont pas l'apanage de certains qui soi-disant le mériteraient, mais qui sont des situations que chacun d'entre nous peut croiser à un moment de sa vie. Et je crois que ça a été ça aussi la grande leçon du Covid-19, c'est qu'à un moment donné, on était tous devenus vulnérables face à ce virus. Donc, renforcer la solidité de nos systèmes de protection, de nos services publics, arrêter de quand même, comme ça a été trop souvent fait ces dernières années, de présenter l'imposition comme du vol, les services publics comme de l'assistanat malvenu, etc., etc. Donc en fait, arrêter de faire sécession, tout simplement. Retrouver le sens de ce que c'est qu'avoir un destin commun, de contribuer à hauteur de ses moyens, de vivre ensemble, d'être dans un écosystème où on a évidemment tous à gagner, que des gens ne se retrouvent pas dans des situations de pauvreté, même quand on n'est pas soi-même concerné. Et puis, donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la trame générale, la base qui assainit en quelque sorte le paysage. Et puis après, dans ce paysage, il faut venir apporter des réponses à justement comment on inverse cette hiérarchie des valeurs qui s'est avérée tellement stupide pendant la crise, ce que disait tout à l'heure Marie-Cécile. Et en particulier, c'est pas seulement qu'on rémunère insuffisamment des métiers qui sont apparus si essentiels, et sous-entendu, on rémunère de façon scandaleuse d'autres métiers, d'autres fonctions qui sont pas si essentielles. Donc c'est pas seulement la question du financement et de la rémunération, c'est aussi la question du regard qu'on porte sur eux, et ne serait-ce que de est-ce qu'on s'y intéresse ou pas. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que en réalité, tous ces métiers, j'évoquais tout à l'heure par exemple toutes ces employés à domicile qui vont de client en client, de patient en patient, et qui sont payés vraiment au lance-pierre pour une raison notamment, c'est que finalement, il n'y a que le temps qu'elles passent avec leurs clients ou leurs patients qui est considéré comme du temps à rémunérer. Mais le reste de la journée, elles se lèvent à 6 heures du matin, elles rentrent à 19 heures, elles sont dans les transports ou elles sont au volant de leur propre voiture. Comment se fait-il qu'on soit dans une société qui n'ait pas pris en considération ces temps de trajet et qui les rémunère vraiment? Enfin, il y a toute une réflexion à avoir évidemment sur le développement des transports collectifs pour qu'ils soient de bonne qualité.
Il y a une réflexion à avoir aussi sur, au fond, est-ce que les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, je pense à ce type d'employés quand elles sont en zone rurale, par exemple, bah, il n'y a pas le choix, elles doivent prendre leur voiture. Est-ce que la puissance publique ne devrait pas leur rembourser une partie des frais liés à la voiture? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, sortir ces métiers de la solitude, cesser de les considérer comme des angles morts de notre réflexion, je pense que c'est ça la réponse à comment on réinverse la hiérarchie des valeurs. Et je le disais tout à l'heure, pour finir, il ne faut pas s'interdire de se poser la question, à contrario, de ce qu'on paye beaucoup trop cher aujourd'hui et de façon indue. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Hein. Enfin, je veux dire, sinon, on n'inversera pas la hiérarchie des valeurs. Donc, moi, je pense que toutes les réflexions autour de la limitation des écarts de rémunération dans les grandes entreprises, par exemple, sont vraiment les bienvenues. Enfin, je veux dire, on a atteint des sommets, on a vu comment quelques milliardaires avait fait 15 milliards de dollars de bénéfices pendant le Covid, j'y reviens pas. Tout ça est absurde, tout ça fait qu'on a le sentiment de marcher sur la tête depuis maintenant trop longtemps et qu'il faut retrouver des repères. Donc je pense vraiment que la question des limitations des rémunérations se pose. Et des rémunérations, évidemment, quand je dis rémunération, je ne parle pas que des salaires, je parle évidemment de ce qui constitue le gros des rémunérations, c'est-à-dire la rente, le patrimoine, etc. Oui, Marie-Cécile? Ouais, juste pour compléter sur la question des transports, ça me fait penser que ça rejoint complètement le sujet d'envisager les politiques publiques à travers le prisme du genre, d'envisager l'espace public à travers le prisme du genre. Et si on réfléchissait à ça pour en particulier pour les femmes qui effectivement font des énormes trajets le matin, le soir pour aller travailler avec des horaires ultra flexibles. On pense aux caissières par exemple qui ont des temps partiels contraints et qui font 2 heures, 4 heures ici ou là et qui passent beaucoup de temps dans les transports. Et bien finalement des politiques publiques qui prendraient en compte ça ou même des politiques privées, hein, c'est-à-dire les entreprises aussi elles pourraient se pencher sur l'action, ça bénéficierait à tous. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui concernerait que quelques petites catégories de la population. Absolument. Et si je peux me permettre juste d'intervenir là-dessus, pardon, Razak, on se libère de ton animation, mais si je peux intervenir juste là-dessus, c'est très juste. Et on en a d'ailleurs eu d'autres illustrations par le passé, lorsque des secteurs d'activité, des métiers très masculins, se sont quand même ouverts un peu aux femmes. Je ne sais pas, par exemple, les métiers des transports ou voilà, du bâtiment, etc. Qu'est-ce qui s'est passé généralement? L'ergonomie a été revue en positif parce qu'on est parti du principe que les femmes n'allaient pas pouvoir porter des charges aussi lourdes que les hommes, etc. Donc du coup, soudain, on a enfin installé des machines qui portaient l'essentiel de la charge. Et cette ergonomie revue à la hausse, par définition, ce fut un progrès pas simplement pour les femmes qui arrivaient, mais aussi pour les hommes. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut considérer maintenant les politiques publiques à conduire. En fait, il faudrait toujours partir du plus vulnérable pour penser les politiques publiques. Je vous en donne un autre exemple. Vous savez que quand vous prenez votre iPhone et que, pardon, je vous montre mes photos. Quand vous prenez votre iPhone et que vous passez énormément de temps à envoyer des SMS, etc., vous savez que le concept même, le principe même du SMS à la base a été inventé pour répondre aux besoins des personnes malentendantes qui ne pouvaient pas utiliser leur téléphone voilà, avec le son. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'a été inventé le principe du SMS. Et aujourd'hui, on voit à quel point ça nous sert à tous et qu'on préfère tous quasiment envoyer des SMS plutôt que appeler. Donc, voilà, quand on part du plus vulnérable et qu'on pense des réponses à ces difficultés, toutes les réponses pensées pour pallier ou pour répondre à des handicaps sont des réponses qui ensuite sont très, très, très utiles. Vous le savez, en matière éducative, hein, par exemple. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Charlotte, vous voulez intervenir? Alors, peut-être juste pour répondre à votre question très très simplement, oui, bien sûr que c'est une double peine, mais double peine, triple peine, quadruple peine, c'est évidemment toute cette chaîne de conséquences. Donc effectivement, mais c'est vrai pour les femmes et c'est vrai pour tous les gens qui occupent des positions précaires en fait, hein,
tous les métiers du bas de l'échelon et qui ont donc des couvertures maladie soit inexistantes, soit défaillantes, etc. Là encore, ça me ramène à la question de dans quelle société et dans quel débat politique ce genre de crise prend place, parce que il faut se rappeler que pendant la primaire au présidentiel, une des oppositions majeures parmi les démocrates, c'était autour de la proposition de Bernie Sanders d'un programme de sécurité sociale pour tous, universel, et que donc voilà, encore une fois, c'est le rôle de la gauche radicale qui met le doigt sur un des besoins sociaux élémentaires de protection. Et puis ajouter peut-être encore une fois que dans cette double triple peine, le système des aides sociales aux États-Unis fait que pour un certain nombre d'aides, on ne peut pas les toucher, pour les aides majeures, on ne peut pas les toucher plus de 5 ans cumulés au cours de sa vie, pour l'instant. Donc là, on est déjà à une bonne année de pandémie, avec des gens qui auront peut-être touché des aides sociales avant ça, etc. Si ces lois-là ne sont pas modifiées, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont sortir de tout dispositif d'aide, alors notamment des coupons alimentaires, des aides au logement, etc., de façon définitive dans quelques années. Et là encore, eh ben, ce sera les femmes, les minorités, les pauvres qui seront majoritairement exclus de ces aides sociales-là qui existent en petit nombre, mais qui existent quand même un petit peu. Donc effectivement, il y a toute une chaîne. Et juste un petit mot sur la proposition de Marie-Cécile Naves sur est-ce que prendre soin n'est pas une forme de résistance. Je pense qu'effectivement, si, en tant que les militants, en tout cas, élaborent alors quand je dis les militants du mouvement social et de gauche et de Black Lives Matter, c'est les mouvements que j'ai le plus suivis et sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années, élaborent justement tout ce discours sur l'entraide, sur la solidarité, sur le soin de soi et des corps, y compris en résistance à la domination, alors que ce soit le patriarcat ou que ce soit la domination capitaliste du travail, de la pauvreté, de l'exclusion. Il y a même des groupes qui font la promotion de la sieste comme méthode de résistance politique en disant qu'il faut s'exclure des injonctions contre nos corps et de la soumission des corps à des impératifs économiques, politiques, etc., qui ne leur sont pas adaptés. Donc, c'était un clin d'œil sur cette question. Je vais prendre, je vais vous passer les questions qui nous arrivent. Il y a une première question sur le scandale de la précarité menstruelle qui a frappé un tiers des étudiants et des étudiantes. D'abord, c'est écrit des étudiantes. Comment est-ce que, en fait, vous voyez le Covid qui affecte plus particulièrement les filles et les jeunes femmes en France? Je ne sais pas qui veut intervenir sur cette question. Alors, ce n'est pas une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais par contre, ce que ça m'évoque là, encore une fois, c'est que c'est la parole des femmes qui permet de faire émerger dans le débat public ce genre de questions. C'est-à-dire que c'est des choses que les femmes savent, connaissent, etc., mais qui n'est pas débattu jusqu'à ce que qui n'existe pas comme problème social jusqu'à ce que le rapport de force soit suffisamment puissant du côté des femmes pour faire avancer un peu ces questions et faire ployer de force les décideurs et au sens très large. Voilà, et on voit que cette question de la précarité menstruelle, elle touche à quelque chose qui reste très tabou dans la société, et la question des femmes et de leurs règles et de la santé des femmes en général reste quelque chose d'extrêmement sous-traité, mal connu, méconnu. Les médicaments sont testés sur les hommes pour les hommes, enfin voilà, tout ce genre de mécanismes qui sont inscrits dans le quotidien. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Charlotte, si vous m'y autorisez,
moi, je me suis souvent fait la réflexion que c'est en ça que c'était très pertinent de regarder cette question des inégalités femmes-hommes, etc. À l'échelle du monde, et pas simplement la regarder dans nos sociétés. Parce que sinon, dans nos sociétés, en fait, avec cette espèce d'illusion d'égalité, enfin, on a vraiment une illusion d'optique, il y a des choses qu'on ne perçoit pas ou qu'on perçoit avec du retard. Et typiquement, ce que vient de dire Charlotte, c'est-à-dire combien les problématiques de santé féminine, et notamment celles qui touchent voilà, cette partie-là de leur corps, sont encore aujourd'hui tabous. C'est quelque chose à côté de quoi on pourrait passer, ne pas se rendre compte à quel point ce tabou existe bel et bien, alors qu'en vérité, il existe. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde les choses à l'échelle du monde, c'est que très vite, on s'aperçoit que c'est exactement le même tabou qui traverse dans les pays les plus pauvres, les moins développés, le si difficile accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs. Parce que précisément, ça va pas être les sujets de priorité. Il y a énormément de tabous, il y a des choses dont on parle pas, etc. Et ici, alors on n'est pas dans la même situation, évidemment, d'une certaine façon c'est moins grave, mais quand vous prenez par exemple une maladie que tu connais bien, Razak, comme l'endométriose, une maladie typiquement féminine, enfin franchement, le temps qu'il aura fallu pour qu'elle s'impose dans le débat public, pour qu'elle soit traitée avec le sérieux qu'elle mérite. Et pendant ce temps-là, tant de femmes se sont retrouvées à ne pas savoir expliquer à leur employeur pourquoi il fallait vraiment qu'elles s'absentent parce qu'elles ne supportaient plus la douleur, etc. Voilà, donc cette incompréhension-là, cette non prise en compte des problématiques spécifiquement féminines, la précarité menstruelle, relève de la même chose. Et tout ça tourne autour du tabou des problématiques féminines. Un peu comme si finalement, c'est aussi pour ça que dans les manuels scolaires et tout ça, on représente rarement les organes féminins. Enfin, il y a tous ces sujets qui traînent en ce moment et à raison. Un peu comme si tout ce qui tournait autour des femmes était un peu sale, quoi. C'est ça le sujet. Tout à l'heure, on a dit que c'était un peu domestique. Là, c'est un peu tabou, un peu sale. Enfin, et ça, quand on prend conscience de ça, on se dit ah ouais, mais en fait, on est loin d'avoir progressé dans notre inconscient collectif. Oui, et puis il y a vraiment sur ce sujet-là comment dire, la manifestation que nos corps ne sont pas précieux à la société, n'ont pas de valeur à la société. Il y avait un tweet qui circulait aujourd'hui, alors c'est anecdotique, c'est un tweet, c'est un bon mot qui peut être débattu, enrichi, discuté évidemment. Il y avait un tweet quand même qui saisit bien un peu cette question-là, qui disait aujourd'hui que pour 30 cas d'effets secondaires indésirables, on suspendait Je l'ai vu. voilà, qui avait été déjà injecté 30 millions de doses, alors que tous les jours, les femmes ont des risques beaucoup plus importants liés à leur contraception et que ça n'émeut absolument personne. Alors évidemment que c'est pas l'objectif que on continue de souffrir autant des effets secondaires, mais enfin, ça dit bien à quel point le même effet sur une personne différente, voilà, selon notre genre, notre classe et notre race, voilà, n'est pas pris en compte par la société de la même façon. Alors, il y a une question sur les États-Unis, sur l'Europe, en fait, et sur la santé sexuelle et reproductive. C'est Françoise qui demande, a-t-on constaté aux USA comme en Europe une dégradation dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, et a-t-on des constats identiques en Europe, en fait, concernant en fait, la surmortalité des minorités dans la mesure en fait, où certaines données sont disponibles en, fait, en Europe je ne sais pas qui veut répondre à cette question, parce qu'on a déjà quand même pas mal de données, notamment sur la Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Oui, alors moi je ne pense pas à des données en France, mais peut-être vous en avez, mais c'est vrai que je l'ai dit rapidement, aux États-Unis, la Covid a été un prétexte pour restreindre l'accès des femmes à la santé gynécologique d'une manière générale, à l'avortement, en disant voilà, on a d'autres priorités d'une part, et d'autre part, pour leur propre sécurité sanitaire, c'est mieux qu'elles attendent pour se voir pratiquer un avortement, et donc avec le risque de dépasser les délais. Et dans certains États, on sait combien c'est compliqué puisqu'il y a parfois plus qu'une ou deux cliniques dans l'ensemble de l'État. Et puis en Pologne aussi, ça me fait penser à la Pologne aussi, où les manifestations, où déjà le gouvernement a
a pris aussi le contexte de crise sanitaire pour prendre par surprise un peu la population et faire voter, enfin, c'est pas faire voter, c'est demander à l'équivalent du Conseil constitutionnel de restreindre complètement l'avortement, et par ailleurs interdit les manifestations dans la rue pour raisons sanitaires. Donc, moi, ce que ça m'inspire, j'ai pas forcément de chiffres en tête et notamment pas de chiffres comparatifs, mais ça sera intéressant quand on les aura de pouvoir les étudier avec intérêt. C'est que à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a des problèmes, des problèmes qui touchent l'ensemble de la société, les premières catégories de gens auxquelles on pense délibérément à restreindre les droits, comme par hasard, c'est les femmes. Et dans ces démocraties, dans ces démocraties nationales populistes, c'est particulièrement flagrant. Mais j'imagine qu'en France, effectivement, on doit faire des choix en ce moment sur l'accès aux lits d'hôpitaux. J'imagine très bien qu'on peut penser on peut faire des hypothèses que dans les données dont on dispose, que les questions de santé gynécologique ne seront pas considérées comme prioritaires, et ou certains traitements de cancer féminins, etc. Et puis, si on croise avec la question sociale, parce que vraiment à chaque fois il y a cette intersection, même dans un pays comme la France où on a un système de sécurité sociale et de couverture santé qui est quand même, qui reste très, très solide, etc. Il y a une partie des frais quand on va consulter un médecin qui sont à la charge des patients. Et quand on est dans une grande pauvreté, et vous parliez des étudiantes notamment, les étudiantes qui en ce moment sont à choisir comment manger, comment se loger, etc. Enfin, n'ont pas forcément les moyens d'aller consulter si elles se posent une question, si elles sont inquiètes, etc. Et très concrètement, ça se traduit par des dépassements de délai et puis des impossibilités d'accès à l'interruption volontaire de grossesse si elles en ont besoin ou si elles le souhaitent. Enfin, c'est-à-dire que même dans un pays voilà, où il y a une couverture santé plus solide, ça ne suffit pas à gommer, effacer totalement les inégalités sociales. Il y a une question d'Annie en fait qui vous remercie pour cette approche intéressante et qui évoque en fait les Nations Unies qui ont voté une résolution pour que les États aident les femmes à participer aux décisions internationales, et il semble que rien n'ait été fait dans le cadre de la pandémie. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, et notamment quelle voie on peut adopter pour aller vers l'écoute des voix compétentes, en fait, comme le soulignait Marie-Cécile tout à l'heure. Non, je pense que vraiment le constat, c'est au fond l'absence des femmes dans la prise de parole, le leadership que j'évoquais tout à l'heure. Elle a eu pour impact honnêtement direct que les plans de relance qui ont été adoptés, ou même les plans humanitaires, ont été pensés sans elles, et donc les ont oubliés. En fait, c'est ça qui est absolument frappant. Et y compris d'ailleurs l'ONU, hein, qui a adopté un plan humanitaire de 2 milliards de dollars, dans lequel il n'y avait pas un seul paragraphe consacré justement à la question des femmes, quoi. Enfin, et même quand on regarde des pays, des pays plus riches, mais disons là où c'est particulièrement problématique dans les pays pauvres, c'est que concrètement un plan humanitaire ou de relance qui ne comprend pas que vous avez affaire à des femmes qui culturellement n'ont pas accès aux comptes bancaires, vous voyez ce que je veux dire, n'ont pas de téléphone, etc., etc. Bah, c'est un plan de relance quand on va distribuer de l'argent ou des bons, etc., et qu'en fait on va s'adresser qu'à des hommes, alors que vraiment à l'échelle des foyers, c'est évident, ce sont les femmes qui cessent quasiment de s'alimenter pour permettre au reste du foyer de manger. Donc, il y a vraiment une problématique, encore une fois, des plans conçus sans les femmes oublient les femmes. Mais je le disais, même dans les pays riches, ce qui est frappant, c'est que finalement, on a vu des espèces de réflexes s'installer, des automatismes, voilà, comme ça. Et typiquement, chez nous, quand on adopte le grand plan de relance de 100 milliards d'euros, les premiers secteurs économiques à qui il s'adresse, ce sont les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique. Il n'y a rien de mal hein, dans l'absolu à aider ces secteurs, mais en fait, quand je dis c'est un réflexe et un automatisme, c'est qu'on fait ça parce que déjà en 2008, c'est ce qu'on avait fait avec la crise financière. On s'était adressé à ces secteurs-là. Sauf que
En 2008, ce sont ces secteurs-là, en effet, l'automobile, l'aéronautique, qui étaient particulièrement impactés. Mais aujourd'hui, avec la crise du Covid, ce ne sont pas du tout ceux-là. Les plus impactés, ce sont l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, etc. Et donc, des secteurs beaucoup plus féminins. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que, là encore, à n'avoir pas chaussé les lunettes du genre, et ben finalement, on est passé à côté de la réalité, y compris des secteurs qui nécessitaient notre aide. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une des leçons de la crise, c'est que malheureusement, on ne peut pas imaginer avoir des réponses, comment dire, justes, pertinentes, affûtées, lorsque autour de la table ne siège pas finalement la diversité de la population que vous êtes censé représenter. Et ça, c'est pour ça que je dis que très vite, quand vous abordez l'égalité femmes-hommes, ça vous entraîne vers le chemin de la démocratie. C'est que ça vaut pour les femmes, mais ça vaut aussi évidemment pour tous ceux qui sont relégués aux portes de notre démocratie aujourd'hui pour des tas de raisons. Il y a Véronique Seyé qui intervient en disant pour compléter là-dessus sur la nécessité de l'intentionnalité et du volontarisme dans la prise de décision et de mesures, parce que on le voit bien, c'est pas forcément des mauvaises intentions et de la malveillance de tous les dirigeants de dire on va exclure les femmes, pas toujours, parfois, mais pas toujours. Il y a aussi l'inscription dans les manières de faire et dans les habitudes et dans les structures politiques et économiques, sociales, de mécanismes qui maintiennent et exacerbent ces inégalités. Et donc, s'il n'y a pas une intention vraiment explicite de les réduire et de contrer ces inégalités et ces discriminations-là systémiques, on n'y arrivera pas parce qu'elles sont inscrites dans toutes les manières de faire voilà, habituelles. Pardon. Quand on est gender blind, en fait, on oublie toujours les femmes. Quand on se oui, pense au genre, on oublie les femmes. Il faut être toujours gender conscious. Il n'y a pas d'équivalent en français de cette expression, mais conscient des enjeux de genre à tous les niveaux de décision. Et c'est pas comme si, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est pas comme si on n'avait pas déjà des informations des précédentes crises. Donc, on ne tire aucun enseignement de Zika, d'Ebola et de certaines crises environnementales. On sait que 80% des déplacés climatiques forcés dans le monde, c'est des femmes. Tout ça, c'est documenté déjà par les associations, par la recherche, mais s'il n'y a pas un minima de la parité ou, oui, lutter contre l'entre-soi du pouvoir, mais vraiment à tous les niveaux de décision, c'est un travail colossal, eh bien, ça ne progresse pas, voire à la moindre crise, ça régresse. Mais très rapidement, je disais que Véronique Seyé se connectait et disait en fait effectivement qu'il y a une grosse dégradation des droits à la santé sexuelle et reproductive, y compris en Europe, et qu'elle soulignait aussi là dans les questions qui nous arrivent que le plan de relance en fait ne mentionne même pas les femmes. Moi, j'ai une question qui est aussi qui vient de nous être posée sur les rapports de discrimination en fait de genre, discrimination de classe et discrimination raciale aux États-Unis. Est-ce qu'on ne doit pas en fait les repenser en France aussi, où nous pouvons établir des analyses, où on pourrait établir des analyses similaires, notamment en fait les taux de mortalité très importants en Seine-Saint-Denis par exemple, et les métiers dits vulnérables sont très souvent exercés par des personnes dites racisées ou par des femmes. Si, bien sûr. Si, les inégalités en France sont criantes également, et le territoire de la Seine-Saint-Denis est typiquement un territoire qui est plus dense, avec moins d'équipements de santé, moins d'infrastructures, beaucoup de métiers de services. Voilà, enfin, tout ce que j'ai pointé comme grand mécanisme aux États-Unis peut s'appliquer tout à fait à la Seine-Saint-Denis, y compris après en termes de discrimination directe, vécue dans l'accès aux soins, dans le manque d'information, dans la précarité qui empêche de s'informer, d'accéder aux soins, voilà, et toutes les politiques publiques qui ne priorisent pas ce département-là, qui est aussi très stigmatisé médiatiquement, politiquement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, l'une d'entre vous, veut rajouter quelque chose sur cette question, ou on prend d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Il y avait aussi une question sur
les autres pays, on a beaucoup parlé des États-Unis et de la France. Est-ce que, en fait, notamment dans Marie-Cécile, tu as peut-être évoqué un peu rapidement le Brésil. Est-ce que, en fait, les choses se passent différemment ou les situations dans d'autres pays sont similaires? Le Brésil, c'est un des pays qui gère le plus mal hein, la Covid, hein, soyons clairs. Alors, j'ai pas de chiffres en tête sur les inégalités femmes-hommes, mais je suppose que les populations les plus vulnérables, comme elles sont déjà la cible de discrimination tout à fait assumée du pouvoir en place, sont pas les prioritaires dans les politiques de santé. Enfin, Trump, c'était rien à côté de Bolsonaro, pour le dire de manière un peu crue. Il continue d'être dans un déni de la pandémie et dans une théâtralisation de la virilité qui considère que porter un masque, la distanciation physique, tout ce qui relève de la vulnérabilité, eh bien, c'est inférieur, c'est féminin. Il le dit aussi parfois. Et donc, c'est un des pays qui est le plus mal géré et probablement parce que dans les autres politiques publiques, les femmes et les femmes issues des minorités, sans parler des LGBT, sont les oubliés des oubliés, il est très probable que… Mais là, je n'ai pas de chiffres scientifiques pour étayer mon raisonnement. Peut-être une dernière question pour vous trois avant qu'on ait terminé, parce qu'on doit terminer à 20h précis. C'est que dire à ceux qui considèrent que le CARE est une notion individualiste qui déresponsabilise l'État? C'est une question. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Adopter au contraire une éthique du CARE, c'est finalement adopter dans nos politiques publiques et dans notre destin commun, ce dont est en charge le politique, le même souci, le même soin, la même attention qu'on adopterait à l'échelle d'un foyer quand on cherche à protéger les siens, quand on n'en oublie aucun, quand on n'a pas d'angle mort. Enfin, je veux dire, on fait attention à ce que ces enfants soient bien nourris, bien éduqués, bien soignés. Donc, pour moi, cette notion qui, en effet, semble partir du domestique, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, elle a été mémérisée, entre guillemets. Rappelez-vous quand Martine Aubry en parlait au début des années 2000, qu'elle était renvoyée dans ses pénates sur ce mode-là. En fait, au contraire, c'est la valeur d'avenir pour une société tout entière, parce qu'on se rend compte des limites du contraire, donc que je qualifiais tout à l'heure de négligence, et auquel on pourrait donner plein de traits de caractère à cette négligence, la surexploitation des ressources de la planète, la destruction programmée des services publics, moins de lits d'hôpital, une éducation de plus en plus libérale, voire qui ne se soucie pas suffisamment de faire réussir tous les élèves. Enfin, c'est tout ça, l'occultation de la grande pauvreté qui fait qu'il faut attendre des reportages télé pour se rendre compte que les files devant l'aide alimentaire sont en train de grossir. C'est tout ça qui fait la négligence. Donc, en fait, le CARE, c'est l'exact inverse de ça. Donc, pour moi, c'est au contraire une éthique du collectif, de la responsabilisation aussi collective. C'est-à-dire que dire qu'on doit se soucier les uns des autres, c'est y compris pour nous, citoyens, qu'on ne peut pas être indifférent au sort des autres. Ouais, moi, je pense au contraire que cette éthique du CARE, c'est ce qui permet de construire ce destin commun et de sortir de la fragmentation individualiste. Il faut se rappeler que l'éthique du CARE vient du féminisme. Hein. C'est le féminisme qui construit cette problématique, à la fois avec les études de genre sur le plan de la recherche, mais aussi l'expérience des femmes au quotidien. Les expressions, par exemple, charge mentale, viennent de la vie concrète des individus. Et plus globalement, j'ai envie de dire, le féminisme aide à remettre du politique dans la vie sociale. Dans la vie collective. Alors, le politique, ça nous concerne tous les individus, tous les groupes en général, et c'est pas que le gouvernement ou les politiques publiques, mais évidemment, c'est
c'est aussi beaucoup les politiques publiques. Donc, ça nous aide à remettre du politique. Au contraire, j'ai l'impression qu'on nous pousse beaucoup à dépolitiser les choses, à nous responsabiliser individuellement, etc., etc. Et donc, plutôt l'éthique du cas remettrait du politique et des politiques publiques, mais en les ciblant différemment. Et encore une fois, en ciblant, mais dans un but d'universel. On n'est vraiment pas dans une volonté de segmenter la société, c'est vraiment pas ça. C'est important de le rappeler peut-être, mais vraiment un but d'universel, d'avoir un universel plus inclusif. Ouais, c'est aussi une des remarques qui nous arrive, c'est que on a vraiment besoin en fait de faire comprendre notamment ces notions d'intersectionnalité qui sont tellement mal comprises en France, nous fait remarquer Véronique sur le chat. Peut-être un dernier mot, Charlotte. Oui, la question du CAR, j'ajouterais rien de plus pertinent que ce que viennent de dire Najat Vallaud-Belkacem et Marie-Cécile Nave. Peut-être juste effectivement de souligner ce qu'elles viennent de dire sur le fait que, au contraire, c'est un débat, une discussion sur la question des valeurs, sur la question de la hiérarchisation des valeurs dans notre société et que c'est extrêmement politique et que peut-être de réintégrer des notions de soin de soi ou des autres, de solidarité, d'entraide, etc., dans, on va dire, l'évaluation de la performance, de la bonne santé de la société, etc., ça peut être un critère au moins tout aussi valable que le taux de croissance, le PIB ou la productivité. Et je pense que la crise actuelle, y compris ce qu'elle est en train de faire exploser au niveau ou imploser au niveau du travail, du rapport au travail, etc., peut ramener aussi cette discussion politique sur comment on évalue voilà, la qualité de vie, le développement. Qu'est-ce que ça veut dire le développement humain, voilà. Et les attentes citoyennes sont fortes. Place. Et les attentes citoyennes sont là, hein, c'est pas une vue de l'esprit. Bien, je vous remercie beaucoup pour ces réflexions et ce temps passé en fait lors de cette vidéoconférence. Donc juste un mot pour vous dire que en fait la vidéo sera disponible sur YouTube pour les personnes qui ne sont pas membres de l'Institut Iris dans une quinzaine de jours. Donc vous pourrez la voir et la repartager autour de vous. Et continuer la réflexion du coup autour des questions de genre et des lunettes que l'on chausse pour analyser la société. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir. À tous.